sera prêt par rapport à son... Sans être en retard. Voilà. Ce qui fait que nous allons un peu combler notre retard. Et sans plus tarder, donc, je vais passer la parole au professeur Édouard Jantaz de l'Université de Genève, qui est professeur en psychologie du développement sensorimoteur, affectif et social à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de Genève, et qui va nous parler donc des sciences de la cognition, leurs apports théoriques et les limites de leur mise en œuvre. Professeur Jantaz, vous avez la parole. Alors, est-ce que tout fonctionne? Oui, le son, c'est tout bon? Oui. Non, on a l'impression que C'est bon. Ah, là, c'est bon. Alors, bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, du coup, j'enchaîne après avec mon collègue. C'est tout bon, tout fonctionne. Voilà. Et le PowerPoint que je vais vous présenter là sera disponible et mis à disposition pour toutes les personnes qui sont intéressées. Et donc, moi, je vais vous parler d'un point de vue un peu... je ne vais pas vous présenter plein de recherches avec des résultats très précis, mais je vais vous donner un point de vue méta sur tout ce qui concerne ce qu'on appelle les sciences cognitives, les recherches interventionnelles, les sciences de l'éducation, avec apports et limites, et puis le grand débat qu'on a sur la démarche fondée sur la preuve. Okay, donc c'est ça un peu l'objet de cette affaire-là, sachant que, juste pour vous... Ah, on dirait que le micro ne marche pas en fait, c'est ça? Non, il marche, mais probablement il est mal, ou peut-être éteint. Dites alors. Excusez-moi, monsieur. Non, pas de problème, en fait. Non, voilà, il est, je pense, bien. Allô, allô? Il faut juste que vous le mettiez plus près. Il faut que je parle plus proche comme ça. Voilà, c'est ça. Je suis désolé. Hein. Est-ce que du coup, je répète du coup? Alors, du coup, je vais pas vous parler de recherches précises qu'on a conduites dans le laboratoire, mais je vais essayer de vous présenter. Donc, j'ai fait une théorie de l'esprit sur ce qui pourrait peut-être vous intéresser en tant que psychiatre, sur les rapports entre sciences cognitives, les recherches dites interventionnelles, et puis tout ce qui est lié à l'éducation, les recommandations pédagogiques, et le fameux débat de la démarche fondée sur la preuve, okay, avec le point de vue apport, comment ça fonctionne, et toutes les limites qu'il y a à appliquer ce point de vue-là. Sachant que les sciences cognitives, alors, à un moment donné, c'était un concept qui était... plutôt à la mode, maintenant un petit peu moins puisque ça a été pris plutôt par les neurosciences, mais c'est quelque chose qui vient de loin. C'est une réponse qu'a eu par exemple tout un tas de professions, notamment la psychologie et d'autres, pour essayer de... Donc après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu 2 grands foyers. Et à l'époque, il y avait vraiment le courant, ce qu'on appelle behavioriste, qui était très puissant, et qui du coup était dominant à l'université, notamment en psychologie, et disait il y a une entrée, il y a un stimulus, la boîte noire, ça ne nous intéresse pas. Et puis il y a tout un tas de chercheurs qui se sont dit mais non, les représentations mentales, on a besoin d'aller étudier à l'intérieur de la boîte noire. Et puis dans les années 50, en Europe, avec ce qu'on appelle le centre d'épistémologie génétique avec Piaget, qui disait que on est obligé d'avoir une approche pluridisciplinaire pour s'intéresser à comment on construit une connaissance, comment émerge une connaissance. Et puis, outre-Atlantique, au MIT, il y avait Harvard, Brunner et Miller qui disent il faut dépasser ce behaviorisme et on a besoin de toutes les disciplines pour essayer de comprendre comment la nature de ce savoir, comment ça implémenté, comment ça émerge, comment ça se construit. Donc, si vous voulez, c'est un ensemble de disciplines qui va de la neurophysiologie à l'époque, parce que les neurosciences, c'était vraiment la neurophysiologie, donc c'était des gens qui étudiaient l'enregistrement des neurones, 1 ou 2 neurones, surtout chez les singes. Il y avait la psychologie qui était très forte, cognitive, affective, il y avait l'intelligence artificielle qui n'existait pas, mais il y avait progressivement tout ce qui était le travail sur les systèmes d'information qui commençaient à émerger. Il y avait la linguistique, la philosophie, l'anthropologie. Bref, il y a Edward Gardner qui a fait en 93 une histoire de la révolution cognitive. Si vous voulez en savoir plus, il y a vraiment un pavé qui explique comment ça a émergé. Et puis, donc il y a eu des effets de mode. En France, typiquement, ça a mis du temps pour être pensé. Il y a eu le fameux Institut des sciences cognitives à Lyon qui a été lancé par professeur Jeannereau, qui a mis beaucoup de temps à émerger, puis qui du coup a subi quelques désagréments. Enfin bon, bref, du coup, voilà, ça s'est décalé. Et puis il y a eu le fameux débat avec les sciences de l'éducation,
quel lien établir avec toutes les différentes disciplines qui composent les sciences de l'éducation. Alors la question, c'est de se dire, est-ce que c'était un problème de méthode, d'outils, comment ça a dialogué entre les deux, sachant que c'est un dialogue un peu abrasif, on va dire complexe. Donc du coup, moi je pense qu'on a besoin d'une convergence, et puis on a essayé de développer ça avec mes collègues de Genève, qui est Emmanuel Sander et Gaël Molinari. C'est dans une revue qui s'appelle Raison éducative, qui est entièrement en accès libre, vous pouvez télécharger, où justement on essaye de discuter des liens nécessaires entre tout ce qui concerne les sciences cognitives et puis les sciences de l'éducation. Et est-ce que c'est un pont trop près, voilà, là où on peut se rejoindre, là où on ne peut pas se rejoindre. Et puis on essaie justement de travailler à des points de convergence, à comment par exemple les chercheurs en psychologie, neurosciences cognitives peuvent travailler avec les chercheurs en sciences de l'éducation et essayer de trouver là où ça peut fonctionner, là où ça ne fonctionne pas, les limites, et comment chacun peut essayer d'apporter à l'autre. Donc ça, c'est tout un ouvrage qui a eu lieu, qui a été édité en septembre 2021. Donc vraiment, ça a mis 1 an ou 2 ans à discuter là-dessus. Et dedans, vous verrez, quand vous téléchargerez, il y a vraiment une discussion. On a vraiment essayé d'adopter les différents points de vue des différentes disciplines. Et puis, on a fait un système de reviewing où vraiment, chaque fois, chaque article a été reviewé par quelqu'un des sciences cognitives, quelqu'un des sciences de l'éducation, pour qu'on ait les doubles points de vue. Et c'était des fois tendu, hein, on est d'accord. Mais vraiment, l'objectif, c'était vraiment que les deux communautés se parlent et discutent entre eux. Et donc, c'est disponible. Et un des moments où on voit bien qu'il y a une tension entre les sciences cognitives et puis les sciences de l'éducation, une partie, hein, toujours pareil, c'est surtout sur les méthodes et outils. Alors là, si je reviens aux méthodes employées en sciences cognitives, eh bien, globalement, on a l'observation classique qui est beaucoup utilisée, donc l'observation clinique, hein, qui est quelque chose d'extrêmement important. Piaget l'utilisait massivement. Il y a l'étude de différentes populations. Typiquement, moi, je m'intéresse beaucoup aux personnes déficientes visuelles parce que je veux savoir le poids des expériences visuelles dans nos représentations mentales. Donc, on essaye d'étudier des populations spécifiques pour essayer de savoir, par exemple, quelle est la nature de nos images mentales. Est-ce qu'on peut avoir des images non visuelles? Vous voyez, des choses comme ça. Et puis, il faut se dire aussi que ces outils, ces méthodes sont beaucoup influencés par l'évolution des technologies. Et on sous-estime des fois ce point, mais c'est vraiment extrêmement important. Nous, en tout cas, dans notre champ, c'est quelque chose qui révolutionne beaucoup les rapports de force entre les disciplines et les fonds, les crédits, les interactions. C'est vraiment très, très, très important puisque, typiquement, vous voyez, dans les sciences cognitives, au début, la psychologie cognitive était très puissante dans son paradigme de traitement de l'information, de temps de réaction, choses comme ça. Les neurosciences n'étaient pas du tout puissantes parce qu'il n'y avait pas l'imagerie cérébrale, par exemple, qui était disponible dans les laboratoires. C'était vraiment... les gens, ils faisaient du singe, ça coûtait trop cher, c'est compliqué, on fait pas beaucoup de publications, il faut du temps. Donc voilà, c'était très peu développé. Et puis quand les laboratoires partout dans le monde, et puis en France après, sont équipés d'IRM, et typiquement, vous voyez, il y a eu une très forte influence. Et là, du coup, on a l'impression, typiquement, des fois, certains collègues neurosciences, les neurosciences, c'est les sciences cognitives. À tort, hein, mais ils englobent tout. Parce qu'à ce moment-là, c'était vraiment la puissance de la technologie, parce que du coup, vous voyez bien, dans un laboratoire qui s'équipe de ça, il investit tout, donc il faut que ça soit rentable. Et donc, il va mettre tous ses moyens là-dessus. Puis, on pouvait accéder à des revues prestigieuses. Enfin, vous voyez, à l'époque, c'était quand même quelque chose de nouveau. Maintenant, c'est un peu moins à la mode. Maintenant, c'est l'intelligence artificielle qui capte beaucoup les... Donc là, si vous avez... si vous voulez faire des crédits là-dessus, en ce moment, c'est quelque chose qui est intéressant parce que les technologies permettent d'avoir des traces, de récolter les traces, de faire des grands modèles et de modéliser certains fonctionnements de certaines parties du cerveau. Donc voilà, donc vous voyez, donc ces rapports de force, voilà. Mais par contre, il y a vraiment le point commun à ces sciences cognitives, c'est l'utilisation de ce que tout le monde appelle la méthode expérimentale depuis Claude Bernard. Et ça a donné même lieu en psychologie à un courant qui s'est émancipé de la psychologie qui était philosophique, qui est la psychologie expérimentale. Vous voyez même qu'à un moment donné, la psychologie, elle s'est définie par sa méthode. Et donc, dans les universités, il y avait la psychologie clinique, et puis il y avait le prof de psychologie expérimentale. Donc, vous voyez, donc tellement qu'à un moment donné, il a fallu
pour que les chercheurs disent nous on veut monter des laboratoires, on veut être dans les modes de fonctionnement des sciences naturelles. Et typiquement trouver une condition de laboratoire, faire varier un facteur, et puis voilà, nos étudiants, ils sont toujours formés à ça. Une variable, une mesure, quels sont les effets, quels sont les contrôles. Voilà, c'est typiquement la méthodologie expérimentale. Et ça, c'est vraiment ce qui est un peu le point commun à beaucoup de disciplines des sciences cognitives. En tout cas, quand il y avait des points de tension, typiquement dans l'ouvrage dont je vous ai parlé, c'était typiquement sur les méthodes utilisées par les différents chercheurs. Et Et puis, donc vraiment, le coup de l'administration de la preuve, c'était vraiment quelque chose qui questionne. Et puis, voilà, c'est la preuve de, quelle est la taille des faits. Vous voyez, vraiment, c'est quelque chose qui est fortement en tension là-dessus. Et puis, évidemment, la méthode expérimentale, ça a été aussi appliqué, ça a été dérivé en éducation et dans ce qu'on appelle les recherches interventionnelles. Donc autant on voit bien qu'en laboratoire, on fait venir des gens, on étudie la mémoire, les effets de récence, qu'est-ce qui permet de mémoriser, dans des conditions très précises. Et puis après, il y a eu une extension à des domaines en situation de classe. Et puis là, on voit bien qu'en situation de classe, c'est encore plus difficile, puisqu'il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte. Et puis, on est même allé plus loin, puisqu'il y a tout un tas de collègues où on a essayé de développer ce qu'on appelle, moi j'appelle ça les méthodes interventionnelles, mais d'autres collègues qui appellent ça aussi recherche-action, où on va fabriquer des méthodes, un programme, une intervention, un entraînement, il y a tous les termes qui sont utilisés. Et puis, on veut mesurer, donc on fabrique avec les enseignants, alors plus ou moins avec eux, et puis on propose ça à telle année pour tel problème, dans une situation de classe, et on veut mesurer les effets que ça a entre le début et la fin de l'année. Et puis on est dans le problème que vous connaissez bien, c'est le problème du groupe témoin, est-ce qu'il est passif, actif, est-ce qu'il est randomisé, vous voyez, donc toutes ces contraintes-là que la médecine, du coup, aborde et traite, et du coup ça s'est aussi transféré dans nos problématiques appliquées à l'éducation. Alors là, typiquement, je vous ai mis, on est en train avec Sylvie Richard, on a publié un petit rapport pour le CNESCO, justement sur ces programmes interventionnels et comment ils s'implémentent. Vous voyez, comment on passe du laboratoire, de la petite classe ou la petite échelle à très grande échelle quand on implique des milliers d'élèves dans la boucle. Comment ça s'implémente réellement dans la classe. Voilà. Parce que souvent, il y a des difficultés à l'implémentation. Alors typiquement, là, vous verrez, il y a c'est tout en accès libre. Le rapport CNESCO est disponible où justement je discute de l'efficacité de ces interventions qui sont conduites en classe. Pourquoi des fois il n'y a pas les mêmes effets ou il y a peu de... Enfin, c'est difficile, vous voyez, quand vous faites sur 50, 60 élèves, 100, une centaine, et puis on veut passer à 1000, 2000, quand on change d'échelle, qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, on défend l'idée que là, du coup, on est obligé d'aller mesurer, discuter comment on implémente le programme et comment on peut, du coup, construire ce programme avec Donc, il y a tous les travaux de design participatif. Du coup, vous pourrez aller voir dans ce rapport-là. Et donc, du coup, je vais vous parler de ces apports et limites et, du coup, de cette fameuse... fondée sur la preuve, voyez, c'est quoi une preuve en éducation? Alors pour vous dire que c'est pas simplement en France, le débat où c'est tendu, c'est un mouvement international. Il y a l'OCDE, là je vous ai mis en photo par exemple le magazine suisse de la recherche, l'équivalent de l'ANR en France, donc le Fonds national suisse, qui publie son magazine scientifique, vous voyez, en 2019, l'instinct c'est bien, les faits c'est mieux. Vous voyez, qu'est-ce que c'est une preuve en éducation? Et donc là aussi, tous les pays, de toute façon, vous voyez, on vit dans un monde connecté, donc il y a les mêmes tensions et les mêmes débats sur justement l'éducation fondée sur la preuve. Et donc du coup, dans l'article que je vous ai présenté, j'essaye de discuter justement de ce qui se passe en médecine, ce qui est en train de se transférer, ce qui se transfère en éducation, et comment on peut utiliser ce qui s'est passé en médecine et puis le débat qu'il y a vous-même dans le champ de la médecine là-dessus, pour essayer qu'en éducation, on refasse les mêmes erreurs, ou qu'on gagne du temps en tout cas. Parce que
vous le savez que du coup, il y a eu du débat. Donc, démarche fondée sur la preuve. Donc, ça date des années 80-90, université au Canada. Voilà, donc l'idée, c'était de fabriquer des bonnes pratiques, de donner aux praticiens, face à une situation donnée, à un patient, quel est le meilleur soin à apporter, quels sont l'ensemble des preuves. Et ça, vous connaissez bien, c'est votre champ. Donc ça, ça a eu une énorme influence, okay, puisque du coup, ça s'est généralisé à peu près à tous les autres secteurs. Alors, typiquement, chez les orthophonistes, les logopédistes, ça dépend le pays, les neuropsychologues, vous voyez, et vraiment, c'est quelque chose qui discute vraiment les bonnes pratiques en général du moment qu'on s'occupe de l'humain. Et puis, du coup, c'est venu aussi à l'éducation, avec les éducateurs en crèche, les enseignants dans les différents niveaux. Et donc, et même, c'est pas rien, parce que vous voyez, ça a touché tous les secteurs professionnels. Et puis, du coup, forcément, ça a joué aussi sur les politiques globales de santé ou d'éducation. Puisque maintenant, on dit, on a des ressources limitées, il faut rationaliser, donc on va essayer de promouvoir les bonnes pratiques. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette démarche, donc il y a eu tout un tas de discussions là-dessus, c'est que c'est un objet même de recherche. Et donc, les chercheurs se sont dit, on va voir, est-ce que du coup, ça a amélioré la qualité des soins, comment ça agit, comment les gens ont réagi. Donc voilà, donc il y a eu tout un tas de discussions, de critiques positives, négatives sur sa conception, sur comment c'est appliqué, des choses comme ça. Et donc l'idée, c'était de dire, regardons comment en médecine ça se discute, et puis voyons comment nous en éducation, vous voyez, s'il y a eu des choses qui se sont passées, autant gagner du temps pour éviter qu'on fasse ça, nous, avec 20 ans d'écart. Donc là, voilà, donc il y a eu tout un tas de choses. Alors, je me suis fondée sur une revue de questions qui a été publiée en 2017 par, alors je ne sais pas trop comment, je suis désolé, Djubogovic et Goyat, qui du coup font une revue critique justement sur cette démarche fondée sur la preuve. Puis ils disent, alors c'est un article hyper intéressant, moi j'ai trouvé en tout cas, et puis ils disent, il dit attention, voilà, on est passé d'une conception pyramidale, vous vous rappelez, très classique, avec, en disant il y a plusieurs types de preuves, toutes les preuves ne se valent pas, et il faut se fonder sur les meilleures preuves disponibles. Et puis maintenant, ils disent, voilà, ça c'était la conception, si vous voulez, pyramidale, avec en haut le fameux assignation totalement aléatoire, le random, voilà, jusqu'aux analyses d'experts en plus bas, vous voyez, très hiérarchisé. Puis eux, ils sont passés en disant, mais attention, c'est plus compliqué que ça. D'abord, quand on regarde les praticiens, ils n'appliquent pas forcément les recommandations qu'on leur a données, il y a un décalage très fort. Et du coup, on va être obligé de prendre non seulement... il va falloir faire une évaluation critique des preuves disponibles. Si vous voyez, c'est pas parce que c'est randomisé, donc on est dans la hiérarchie de la preuve, typiquement, vous voyez en haut qui serait vraiment la chose où on aurait réparti les groupes totalement aléatoires, que ça fait pas l'objet de critique et que c'est pas forcément le golden, vraiment le truc le plus en or et puis c'est imparable, on peut pas discuter. Donc il dit, il va falloir qu'on évalue ces essais randomisés, voilà, c'est une qualité de preuve plutôt haute, mais ça peut faire aussi l'objet de critique. Pareil pour les études observationnelles, voyez. Donc ils vont proposer une classification grade, donc sur la qualité des preuves, et là du coup ils réintroduisent, voyez, un peu plus une analyse critique de ce fameuse hiérarchie de ce qui compte, il n'y a que le niveau 1 et puis tout le reste ça compte pas. Parce qu'à un moment donné, on était arrivé dans les discussions, par exemple, avec des collègues, en disant, si c'est pas randomisé, ça compte plus. Donc tout ce que tu dis, ça donne pas ça n'a pas de preuve, je compte pas. Donc on dit, mais attention, typiquement, en éducation, c'est extrêmement compliqué de faire des essais randomisés, hein, évidemment, ça existe très rarement. Et puis, il peut y avoir tout un tas de choses. On sait très bien que, par exemple, je sais pas, Piaget, il a fait des études de cas, et les phénomènes, ils marchent toujours 60 ans après, et on n'a pas besoin de faire des milliers randomisés, vous voyez. Donc, voilà, donc, ils remettent de la discussion, et puis, il dit, voilà, attention, il n'y a pas que les études randomisées, il y a d'autres types de preuves qui sont, certes,
qui sont moins fortes, mais qui peuvent apporter, parce que tout le monde, dans tous les domaines, il n'y a pas forcément des preuves randomisées pour chaque problème. Et puis il dit, attention, il faut prendre aussi l'ensemble des données disponibles, pas uniquement une sélection biaisée. Et donc attention, parce qu'il y a aussi tout le problème des études où il n'y a pas eu d'effet. Vous voyez, typiquement, il y a telle ou telle pédagogie qui est mise en œuvre, telle méthode, il n'y a pas d'effet, c'est pas publié parce qu'on ne publie pas d'hypothèse nulle. Du coup, il y a un biais de publication, forcément. Et donc, comment on fait pour prendre en compte? Donc, il faut écrire aux chercheurs et puis dire, vous avez étudié telle ou telle méthode ou telle intervention, vous n'avez pas eu d'effet, donnez-nous vos données, parce que ça fait partie aussi des données. Parce que de vouloir, ce qui est logique, on publie les résultats significatifs. Si je publie les résultats significatifs, du coup, dès que j'ai des trucs qui ne marchent pas, du coup, c'est pas publié, ça a disparu Alors si, maintenant si. Du coup, dans les méta-analyses, du coup, vous voyez, ça, c'est plutôt bien, parce que dans les dernières revues de questions, avant, on prenait que les recherches publiées donc on sélectionne les critères, et maintenant, il y a même en compte ces biais de publication. C'est-à-dire qu'on va voir les chercheurs qui travaillent sur le champ, et on leur dit, avez-vous d'autres données où il n'y a pas eu de résultats significatifs? Et donc, il y a tout un travail de mise en commun. Puis maintenant, avec le numérique, on peut transférer facilement vous voyez, c'est plus facile. Et donc, ils défendent l'idée que pour prendre une décision efficace, alors moi je dirais même efficiente, parce que du coup, je vous raconterai pourquoi, eh bien, il faut prendre en compte non seulement ces niveaux de preuve, c'est nécessaire mais pas suffisant, mais aussi il faut prendre en considération le contexte du patient et ses préférences et ses valeurs. Donc vous voyez, il réinjecte du local et du contexte dans la décision pour tel ou tel soin. Ça, c'est en médecine. Donc du coup, on s'est dit, tiens, ça c'est intéressant de lire cette réflexion-là. Et du coup, si je fais un pas de côté, et puis je le propose en éducation, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire quoi? Je peux avoir des niveaux de preuve sur, par exemple, tel ou tel type de façon de travailler pour tel ou tel phénomène. Donc j'ai des études expérimentales, j'ai des observations, j'ai des études qui sont randomisées, d'autres pseudo-randomisées, tout un tas de hiérarchies. Mais du coup, je suis obligé aussi de prendre en compte le contexte et les caractéristiques des élèves sur lesquels ça s'applique et du contexte classe, l'institution. Vous voyez, il y a tout le contexte du coup dans lequel j'applique, ce qui veut dire que c'est difficile de se dire, voilà, ce truc-là, j'ai mis au point, ça a marché dans tel contexte, et puis je suis allé appliquer ça maintenant dans tous les autres contextes. Donc je vais être obligé de prendre en compte les contextes dans lesquels il s'applique pour justement faire en sorte que l'implémentation soit raisonnée et raisonnable. Et donc, ça montre aussi qu'on est obligé, du coup, de prendre en compte l'expertise de terrain, des savoirs, du coup, qui sont issus de la pratique des professionnels du terrain, des enseignants, tout ça, dans leur prise de décision. Parce que au fur et à mesure de leur pratique, eux aussi, ils ont acquis tout un tas de savoirs qui, du coup, vont alimenter et, du coup, faire dialoguer entre ces preuves qui arrivent dans les hiérarchies de preuves par rapport aux études, et puis les contextes de terrain qui, eux, connaissent, et comment j'arrive, entre ces deux types de preuves, à fabriquer, du coup, une réponse adéquate pour la situation qui est en face de moi. Et donc, l'idée, c'est que je défends en éducation, on devrait regarder ce qui se passe en médecine et justement les discussions qu'il y a sur cette démarche fondée sur la preuve et voir du coup comment nous, on peut essayer d'intégrer ces réflexions-là, les limites qu'il y a eu et comment nous, on pourrait du coup, dans le domaine de l'éducation, appliquer quand c'est possible d'appliquer ces nouvelles perspectives. Et donc voilà. Sachant que, par exemple, on a l'impression que c'est récent, mais c'est pas du tout récent. Les recherches, la pédagogie, c'est une très vieille histoire. Alors, il y a plein d'exemples. Donc, il y a même, alors j'ai mis Piaget, parce que c'est Piaget, qui a fait déjà en 1935 psychologie et pédagogie. Donc, vous voyez l'idée que maintenant, la pédagogie se fonderait sur des preuves de la nouvelle recherche. En fait, c'est une nouvelle vieille idée, quoi. Voilà. Donc, ça date d'il y a un siècle. Il y a tout un tas de chercheurs déjà qui ont proposé, à partir de leurs recherches, de dialoguer avec tout ce qui était l'enseignement et les secteurs d'éducation et de voir comment ça pouvait, du coup, avoir des effets sur les pratiques. Donc Piaget avec son 35, Gaston Meillalaret aussi, qui aussi, quand on a regardé à faire la chaire de sciences de l'éduc, aussi, du coup, tout le monde disait, forcément, il faut aller sur le champ du débat entre ce que dit la recherche,
dans les contextes qu'elle produit ces données, et puis ce que dit le terrain, et comment on peut faire dialoguer les deux, mais que les deux champs ont besoin de dialoguer, et ce qui a du coup donné aux sciences de l'éducation, voilà, ça a constitué ce corpus de cette science qui était récente dans l'ensemble des sciences disponibles. Et donc, voilà, donc vous voyez, c'est quand même... c'est pas nouveau, en fait. Voilà. C'est ça que je veux dire, c'est quelque chose qui travaille depuis... ces interactions sont là depuis de nombreuses années. Alors, évidemment, après, vous voyez, avec quel type de recherche on va interagir, ça va dépendre dans les rapports de force, quelle est la discipline qui est dominante, pas dominante, qui est la plus favorisée ou non. Alors par exemple, dans plusieurs articles, j'ai essayé de discuter justement sur les liens entre la recherche et les recommandations pédagogiques. Et puis du coup, j'ai pris l'exemple du Maine en France, puisque à un moment donné, il y a eu vraiment l'idée de dire on va essayer de recommander des pratiques pédagogiques fondées sur la recherche. Ça a été même inscrit dans la politique officielle sur France. Et donc, voilà, typiquement, il y a eu un fameux guide, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, mais c'était un guide, c'était pas le programme, mais c'était un guide qui a été envoyé à tous les enseignants en 2018, guide fondé sur l'état de la recherche pour enseigner la lecture et l'écriture au CP. Donc voilà, donc ça c'est un fameux guide orange. Et du coup, vous voyez, ça a été fabriqué par plusieurs instances au ministère, et puis après, ça a été envoyé sur le terrain en disant voilà ce qu'on sait sur. Alors, vous voyez, vous pouvez dire il y avait une partie théorique, et puis présentant des recommandations pédagogiques ultra concrètes. Donc là, on allait vraiment dans le détail. Donc il y avait d'une part ce que disait la recherche, et puis d'autre part ce qu'il fallait faire sur le terrain, mais concrètement en classe. Et donc la question on se dit, alors est-ce que c'était vraiment, le lien était vraiment sûr, fondé, ou est-ce que c'était sujet à discussion, ou vraiment c'était verrouillé de A jusqu'à Z. Alors donc j'ai essayé de lister tout un tas de difficultés pour que les professionnels et les chercheurs du coup acceptent ce type de principe, pour vraiment qu'il y ait une confiance entre le monde de la recherche et le monde des recommandations pédagogiques. Pour que ça marche, le premier premier levier, il faut vraiment qu'on soit au courant faut qu'on sache qui a rédigé. Ça me paraît le premier point. C'est-à-dire qui sont les rédacteurs et est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts? Oui, non. Alors en médecine, vous connaissez bien ça. Du coup, est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts entre quand j'écris ça et je fais la promotion de telle ou telle méthode, est-ce que j'ai un lien avec eux ou pas? Alors du coup, typiquement, nous, on essaye de travailler là-dessus en disant maintenant, il y a tout un tas de méthodes, tout ça, donc il faut absolument que les gens disent quel est leur lien avec ce qu'ils font comme promotion. Et puis vous voyez qu'en fait, dans ce guide, il y a des recommandations qui sont institutionnelles et puis qui font la promotion de certains manuels scolaires, et on ne sait pas en fait qui a rédigé. Vous voyez, parce que les manuels scolaires, on est sur du privé. Donc du coup, c'était assez gênant de dire, alors typiquement, il y avait Joli J'écris, qui est disponible dans le commerce, on fait quand même la promotion de cette affaire-là, mais on ne sait pas qui a écrit. Donc on se doute bien qu'il y a des rédacteurs en off qui ont dû... mais on ne sait pas, en fait, c'est pas marqué. Donc déjà, moi je trouve que quand on dit, voilà l'état de la recherche, voilà mes recommandations de bonne pratique, il faut dire qui a écrit, et quand je recommande telle chose, c'est quoi mon lien avec ce que je recommande. Ça me semble le truc de base. Ça, il n'y a pas. Donc j'espère que dans les prochaines, il y aura. Deuxième problème, après il y a ma collègue Marilyn Boss qui a fait un article, donc je lui avais demandé là donc là c'est une collègue qui est professeure de psychologie des apprentissages et puis qui fait beaucoup de formation avec les enseignants. Et puis vous voyez, quand après eux ils allaient en formation sur le terrain, les enseignants disaient ils disent telle ou telle chose. Le guide orange dit ça. Et puis ils disent est-ce que c'est vrai? Puis Marilyn Boss, elle disait moi j'ai pas de preuves en fait, puisqu'il y avait un parti pris sur certains positionnements de recommandations pédagogiques. Alors je rentre pas dans les détails, mais les mots-outils, la place du dessin, tout ça, où il y avait des recommandations extrêmement précises, et puis derrière il n'y a pas de recherche en fait, parce qu'en fait on ne sait pas. Et donc du coup c'est très embêtant parce que
Si vous vendez ça dans un guide en disant c'est la recherche, voilà les recommandations, tout le monde pense que c'est fondé scientifiquement. En fait, il n'y a pas de... Vous voyez, donc ça met du bruit dans le système du point de vue du chercheur et du point de vue du professionnel. Parce que typiquement, l'ajout de mois-outils, quand est-ce qu'ils arrivent, on ne sait pas. Et donc là, on voit bien que les enseignants, selon les méthodes, il y en a qui en mettent tout de suite au CP, d'autres qui en mettent tardivement, il y en a qui font une sélection. Enfin, en tout cas, la recherche n'a pas de preuve, donc on ne sait pas. Donc, c'est pas dit qu'on ne sait pas. Mais dans les recommandations, c'était marqué, il faut faire ça. Il faut éviter, il faut des choses comme ça. Donc, vous voyez, voilà. Alors moi, du coup, Marilyn Boss, elle dit, voilà, si vous dites aux professionnels, la recherche dit que ça, puis qu'en fait, c'est pas vrai, du coup, ça discrédite, il y a une rupture de confiance entre les deux champs. Et ça, c'est très embêtant, parce qu'il est très important qu'il y ait une confiance entre les acteurs de la recherche et les acteurs de l'enseignement. Et donc, du coup, l'idée, c'est de se dire, alors, quels sont les leviers, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour essayer de favoriser entre les chercheurs qui produisent des connaissances scientifiques, ces connaissances vont devenir des savoirs, et puis comment ces savoirs académiques vont dialoguer avec ces savoirs empiriques des professionnels. Comment, du coup, construire un guide qui serait partagé à la fois par les chercheurs, c'est-à-dire que les chercheurs sont d'accord sur tout ce qui est dit, mais sur les recommandations, il faut que les professionnels puissent dire aussi leurs mots sur ces façons d'appliquer telle ou telle recommandation pédagogique. Alors, j'ai proposé plusieurs leviers. Premier levier, c'est vraiment le premier point, c'est vraiment, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle, alors il y a plein de façons les rapports d'expertise, les conférences de consensus, il faut vraiment que l'ensemble des chercheurs du champ puissent se mettre d'accord sur ce qu'on sait ou ce qu'on ne sait pas, ou ce qu'on sait plus ou moins. Sans ça, on a toujours un doute sur ce que disent tel ou tel, parce que c'est un biais, vous savez bien qu'il y a des rivalités, il y a des points de vue, et il faut forcément à un moment donné qu'il y ait un consensus. Alors par exemple aux États-Unis, il y a le National Reading Panel qui avait fait ça. C'est le gouvernement qui avait demandé, a dit sur la lecture, faites-moi le point de la littérature, de comment on apprend à lire. Puis ils avaient compilé 5000 recherches, ils avaient concerté, ils avaient dialogué avec des tonnes de chercheurs, et c'est marqué les gens qui ont contribué. Vous voyez, tout est transparent. Et puis voilà comment on partage déjà ce point de vue-là. Comme ça évite typiquement que Boss dit, vous voyez, ce que dit de la recherche dans le guide, je ne suis pas d'accord, moi, je n'ai pas de preuves qui disent qu'il y a telle ou telle chose. Il faut au moins que les chercheurs soient d'accord sur ce que dit déjà l'état de la recherche et les conditions dans lesquelles cette recherche a été produite. Après, bien différencier, quand vous faites une recommandation, moi, je trouve qu'on devrait toujours dire sur quoi se fonde cette recommandation. Est-ce que c'est le résultat d'une méta-analyse où il y a eu 5000 études qui ont retrouvé le phénomène, voyez, ou est-ce que c'est 2 études, parce qu'ils étaient dans le comité, qui ont montré telle chose dans tel journal, et puis du coup, je le recommande à tout le monde. Voyez, alors il y a même Salvin qui a proposé des gradations sur la confiance qu'il y a sur les recommandations. Ça, c'est une recommandation très sûre. Ça, c'est une recommandation, vous voyez, moyenne, et ça, c'est à confirmer. Et je trouve que du coup, dans les recommandations, les professionnels devraient savoir, ça serait le boulot des chercheurs, de dire ça, vraiment, on a beaucoup de preuves, ça, on n'a pas beaucoup de preuves, et ça, vraiment, c'est le début, on a eu une recherche, et puis c'est tout. Et ça, c'est très important qu'on soit au courant de ce niveau de preuves disponibles. Pourquoi ? Parce que, vous savez, en neurosciences, en sciences médicales, on a un vrai problème de reproductibilité des données. On a vraiment un problème partout. Alors les sciences biologiques, ça c'est massif. C'est vraiment un vrai souci. Alors il y a plein de raisons. Mais la psychologie, pareil. Et du coup, c'est même maintenant un objet d'enseignement. Nous, on a intégré ça dans notre cursus où on forme les gens à attention, et ce que vos données, de ne pas s'affoler sur 2 ou 3. Comme c'est la course à la publication, ça a des biais. Donc comment on est certain de nos données ? C'est le principe de notre science. Si on pense que ce n'est pas reproductible, du coup, tout tombe à l'eau. Donc du coup, typiquement, je vous ai mis, même la revue Science, qui est la première à valoriser des recherches ultra sexy, puis qu'après, des tonnes de chercheurs n'arrivent jamais à reproduire, et qui sont publiés dans d'obscures revues, parce qu'ils n'arrivent jamais à reproduire le truc qui a fait grand bruit. Eh bien, eux-mêmes, en 2015, ils ont demandé un consortium de chercheurs, donc ça c'était intéressant, et qui ont repris une centaine d'études
voilà, expérimentales, quoi, dans des journaux réputés. Hein, ils ne sont pas allés vraiment. Et puis, vous voyez, en utilisant plusieurs indicateurs, il n'y a que 56 à 50% des études qui sont répliquées. Donc, c'est quand même assez inquiétant. Donc, nous, on a appelé ça la crise de la réplication. Et en neurosciences et en imagerie, c'est encore pire. Hein. Donc, voilà. Donc, on s'est dit, il faut vraiment qu'on fasse très attention sur la taille des échantillons, les biais. C'est pour ça que maintenant, on préenregistre les données avant, on n'arrange pas notre échantillon jusqu'à ce qu'on trouve le truc significatif. Hein. Il y a tout un tas de mesures depuis 2015 qui ont été proposées pour que les chercheurs s'autocontrôlent, pour essayer de dire attention avant de balancer des résultats. C'est pour ça que c'est très important, quand on diffuse des recommandations pédagogiques, que ça soit fondé sur un ensemble de recherches qui produit les mêmes données. Que ce ne soit pas une recherche qui dise il faut faire ça, mais qui est vraiment quelque chose de très large. Et puis, voilà, après, le levier 2, donc premier levier, vous voyez, donc vraiment, déjà faire le point de ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, et le degré de certitude. Deuxième levier, de dire, attention, il faut que maintenant, il faut qu'on implique un design, il faut que chaque fois, il y ait une co-construction avec les enseignants de terrain. Ça ne peut pas être la méthode partout, moi, où je vais dans les recherches interventionnelles. Il ne s'agit pas de dire, voilà comment on fait, prenez les fiches, appliquez, ça ne marche jamais, ça. Il faut que chaque fois, il y ait une recontextualisation avec l'enseignant et son contexte de classe, de situation. C'est pas pareil si vous êtes en banlieue de Lyon, si vous êtes au fin fond de la Savoie, dans les villages à multiclasses. Vous voyez, on n'applique pas du tout les interventions de la même façon. Donc, il faut qu'il y ait aussi du design participatif pour que les enseignants, dès la conception, participent à la construction et puis participent aussi à la façon de formuler les recommandations pour que ça soit totalement accepté par leurs collègues, parce qu'il y a tout un tas de... Si vous mettez des chercheurs qui disent voilà comment il faut recommander, souvent après les gens de terrain disent mais attendez, mais là ça peut pas marcher en fait, parce que c'est... Voilà, donc forcément il faut que... Vous voyez, il faut que les recommandations elles-mêmes soient testées sur le terrain pour que ça soit viable comme affaire. Donc l'idée c'est vraiment de promouvoir tout ce qui est la co-construction des recherches interventionnelles à petite et grande échelle. Parce qu'il y a vraiment le changement d'échelle au niveau de l'éducation, ça pose vraiment d'énormes difficultés. Donc là, je vous ai mis des liens de papier où on raconte ça. Dès que petite échelle, on trouve des trucs très intéressants. Puis dès qu'on passe à grande échelle, ça disparaît ou ça va dans l'autre sens ou on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a tout un tas de phénomènes qui existent. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai presque fini. On a fait depuis 2021 recherche et application pédagogique. Le centre Jean Piaget... tous les mercredis soirs propose des conférences, on fait venir tout un tas de personnes et puis alors après il y a eu le Covid, c'était le bazar, tout ça, mais sachez que du coup alors c'est pluridisciplinaire chaque fois et du coup tout est accessible sur la chaîne YouTube qu'on a créée et toutes les conférences du coup, là il y avait André Tricot, il y avait Jean-Luc Dorier qui est un didacticien des mathématiques, Karine Mazin sur les mathématiques, et chaque fois on a enregistré la conférence et elle est sur le site de notre chaîne et ça, on a fait sur 2 années et vous verrez il y a donc tout un tas de collègues qui présentent justement et qui discutent des liens entre les recherches en sciences cognitives ou en didactique ou même il y avait même en sciences historiques et puis les applications pédagogiques possibles ou pas. Voilà, donc vous pouvez aller sur ce site et puis vous pouvez vous abonner même. Toutes les semaines, vous allez recevoir une petite vidéo sur Piaget ou sur le séminaire. Voilà. Et on essaye de coller à l'actualité. Voilà. Et puis là, typiquement, dans quelques jours, il y a un édito que je vais proposer dans la revue Anae où justement j'essaie de trouver des idées pour essayer de favoriser des interactions vertueuses entre le monde de la recherche et le monde de l'éducation avec 3 grandes propositions. La première, c'était vraiment de massivement proposer des formations à et par la recherche au monde enseignant. Il faut vraiment que ça fasse partie de la culture. Je propose tout un tas de choses parce que c'est la meilleure façon qu'on a trouvée, par exemple, pour les armées. Par exemple, typiquement, dans les écoles sur Genève, ils sont submergés de gens qui leur proposent des formations. Alors, c'est souvent neurotruc, parce que c'est très sexy, voilà. Et puis, voilà. Après, ça remonte, nous, au canton. Et puis l'État doit dire on vous finance ou pas. Et puis il y a souvent plein de trucs qui arrivent et on ne sait pas d'où ça vient parce qu'il y a un marché en fait. Et la façon d'être très critique
d'armer les enseignants, parce que chaque fois ils disent c'est fondé sur la recherche a montré que, tout ça, voilà. Et en fait, évidemment non, hein, chaque fois, alors vraiment ça passe de tout à tout. Et donc du coup on s'est dit une façon d'aider les enseignants à répondre et puis à satisfaire leurs besoins de formation, c'est de dire, je les inscris dans un programme de recherche interventionnelle. Par exemple, il y en a là, ça remonte en ce moment beaucoup sur yoga, méditation, des choses comme ça. On leur a dit, OK, alors on vous fait une conférence de ce que dit la recherche sur la méditation, le yoga. Et puis, si vous êtes intéressé, deuxième phase, on monte au point une recherche interventionnelle dans votre établissement et on teste votre effet. Qu'est-ce que ça a comme effet qualitatif, quantitatif sur vos élèves? À quoi ça répond? Vous voyez, par exemple, il y a 2 ans, on a fait la même chose sur l'attention. Donc, il y a un programme qui est très à la mode en ce moment en France, c'est ATOL. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Éduquer à l'attention. Et alors, il n'y a pas eu encore d'effet prouvé. Hein, la Choc a lancé ça. Les enseignants adorent ce programme, mais il n'a jamais été validé encore. Il n'y a pas eu de preuve. Hein, il n'arrive pas à trouver des effets. Du coup, les enseignants disent quand même qu'il y a tout effet qualitatif qui sont très importants. Du coup, on a proposé aux enseignants volontaires des établissements genevois de prendre le ATOL. On le modifie pour qu'il soit adapté à leur contexte de classe. Et puis, on va essayer de mesurer, évaluer les effets que ça a à la fois sur leurs élèves et sur eux, sur la gestion de l'attention en classe, dans des situations de classe. Vous voyez, donc, et l'idée, c'est que cette formation et par la recherche, c'est une bonne façon de désamorcer les trucs et puis d'arrêter de faire croire que c'est miraculeux, qu'on a trouvé la solution. Il y en a, par exemple, ils disent fonction exécutive, ça, en 3 heures, ils avaient tout résolu. Là, il s'est vendu comme ça dans les prospectus. On leur dit, mais vous vous rendez bien compte que ça ne marche pas comme ça, vous le savez bien. Ils disent, oui, nous on le sait, on est en classe, on voit bien que c'est difficile. Vous voyez, pourquoi vous voulez faire ces formations? Parce qu'on est démunis, on voudrait des réponses, vous voyez, le coût de la recette, tout ça. Donc on essaye d'utiliser ce levier en disant, c'est long, il n'y a pas de recette miracle, ça prend du temps, qu'est-ce que vous voulez vraiment, c'est quoi derrière, vous voyez, parce que qu'est-ce que c'est l'attention, et c'est simplement est-ce que les élèves qu'il ne faut pas qu'ils fassent de bruit ou pas, vous voyez, donc ça fait repenser ce que c'est l'attention en classe, qu'est-ce qu'on a besoin, tout ça. Deuxième levier, je proposais aussi de remplacer le Conseil scientifique de l'éducation qui a été fondé, qui est très centralisé. L'idée, au lieu d'avoir une conception centralisée d'un endroit où il y a un groupe de personnes puis qui font pour toute la France, de le proposer dans chaque académie qui voudrait s'en saisir et de proposer des instances où chaque académie pourrait intégrer à la fois les groupes de recherche disponibles et puis les établissements, les enseignants, et puis l'étendre à pas seulement l'école, mais à l'éducation, donc à tout ce qui est le parascolaire, les mouvements d'éducation populaire, et de créer, pour éviter qu'il y ait une défiance entre le monde du terrain et puis le monde des chercheurs, vraiment essayer de faire des liens dans chaque... alors j'ai raisonné en académie, ça pourrait être en autre... mais en tout cas, de faire quelque chose de beaucoup plus déconcentré. Et puis le troisième point, c'est de mettre un accent extrêmement fort sur les compétences parentales, c'est-à-dire d'aider les parents à accompagner leurs enfants pendant de la naissance à l'école, puisqu'on sait souvent que c'est source d'inégalités extrêmement importantes. Alors typiquement, nous, on a lancé alors ce qu'on appelle un MOOC, c'est un cours en français, alors sous-titre disponible en français, qui est en accès libre et gratuit, qui est offert par l'Université de Genève. C'est des petites vidéos, et les gens s'inscrivent au cours, et puis on leur explique tout ce qu'on sait une partie, des petites vidéos de 5-6 minutes sur le développement de l'enfant de 0 à 6 ans, pour les aider à comprendre les compétences du bébé, le lien affectif, voilà. Et tout est en accès libre, et donc c'est vraiment la cible, c'est les parents. Et ça correspond à des besoins, parce qu'il y a déjà 23 000 personnes inscrites en 2 ans. Donc vraiment, ça veut dire qu'il y a une appétence des parents à aller chercher de l'information. Et voilà, et j'en ai terminé, et merci de votre attention.